Chers partenaires, chers amis, chers collègues, bonjour. Donc, je me présente pour ceux d'entre vous qui ne me connaîtraient pas, Frédéric Mazin. Je suis le directeur du bureau au Japon d'Atout France. Et donc, c'est moi qui vais animer ce petit webinaire d'aujourd'hui sur lequel nous vous souhaitons la bienvenue. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, petit webinaire, effectivement, petit, c'est l'idée. Ce qu'on a essayé de faire avec cette série de webinaires qui commence aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Vous êtes habitués aux présentations de marché que nous faisons de temps en temps, qu'on actualise quand il y a un jour, et qui sont d'ailleurs à votre disposition sur atoutfrance.fr. Vous pouvez toujours retrouver tous les documents, bien entendu, tout est prévu pour vous à télécharger facilement. Mais le sentiment que nous avons parfois, c'est que ces présentations sont très longues, souvent ça dure 1h30, 2 heures. Toutes les composantes de la présentation ne sont pas forcément passionnantes pour tout le monde, selon vos besoins, vos positions, vos situations. Certaines personnes ont besoin d'en savoir plus sur les médias, pour d'autres, ce n'est pas très important, par exemple. D'autres travaillent seulement en B2B, donc une présentation qui couvrirait les réseaux sociaux a un intérêt moins significatif, c'est aussi votre temps qui est en jeu. Donc, nous nous sommes dit que pour cette nouvelle session, nous pouvions peut-être couper la présentation en tranches, faire 5 présentations plus courtes. Alors, avec chaque fois un nombre de participants plus réduit, vous êtes une quarantaine à peu près aujourd'hui. Sur les présentations générales, il y a à peu près 200 personnes en général qui se connectent, sachant qu'en plus, en ayant moins de participants, ça va vous laisser du temps, plus de possibilités pour poser des questions. Parce que souvent, c'est un petit peu compliqué s'il y a vraiment beaucoup de monde, d'arriver à gérer un nombre de questions très, très important dans le peu de temps qui nous reste à la fin. Donc, parlant de questions, vous avez 2 solutions qui vous sont offertes, mais 3 en réalité. La troisième, c'est de nous passer un mail ou un WhatsApp, ce que vous voulez en dehors, et on vous répondra ensuite, bien entendu. Dans l'interface elle-même, donc, vous avez l'habitude, pour la plupart d'entre vous, de cette interface, celle de GoToWebinar, vous avez 2 possibilités. Vous avez le module questions qui vous permet de saisir vos questions, simplement. Et vous avez aussi la commande avec une petite main qui vous permet de lever la main et donc de nous signaler que vous souhaitez prendre la parole, auquel cas nous pouvons activer à distance votre micro avec votre accord. Voilà. C'est ce qu'on n'utilise généralement pas dans les présentations de grand format. Donc là, vous ne le voyez pas, vous ne voyez que moi, mais dans l'ombre virtuelle, il y a Jean-Christophe qui est en régie, et donc c'est lui qui verra les mains qui se lèvent, qui verra les questions qui passent, ce qui nous permettra en deuxième partie de la présentation de vous donner la parole, si vous le souhaitez, et de répondre de notre mieux aux questions que vous pouvez avoir. Donc voilà, c'est la première présentation d'une série de 5. Les autres seront plus techniques, plus directement opérationnelles sur des sujets marchés. Celle-ci, c'est une présentation introductive, un petit peu comme les introductions qu'on fait sur les grandes présentations de marché, mais aussi un peu dans l'esprit des dîners d'accueil, parce qu'alors certains d'entre vous sont déjà venus en mission avec nous au Japon, bien sûr, et on les remercie. Et donc, c'est vrai que ces dîners d'accueil, dîners de clôture aussi, sont des moments où il y a beaucoup d'échanges de questions un petit peu informels sur, tiens, au Japon, ça se passe comment? Tiens, au Japon, comment ça se fonctionne? C'est vrai, c'est pas vrai? On entend ça, c'est sérieux, pas sérieux? Il y a beaucoup de questions comme ça qui arrivent. Alors, on essaie de vous répondre de notre mieux. Et c'est vrai que les présentations classiques permettent vraiment de faire ça. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, j'ai listé en fait une grosse douzaine de petits sujets qui sont des questions sur lesquelles, par expérience, les partenaires, vous, avez des interrogations, des questions qui nous arrivent de façon assez fréquente. Alors, je ne suis ni sociologue ni ethnologue, donc j'ai aucune prétention à ce niveau, mais j'ai une relation très longue avec ce pays. Hein. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, on se connaît depuis que j'étais ici, au début des années 2000, dans ma première affectation. Donc voilà, il y a un parcours qui est assez long et j'ai exposé, je pense, beaucoup de choses par rapport à ce pays. Donc ça donne une vision sur certaines choses. Maintenant, il y a parmi nous aujourd'hui dans l'audience des collègues et des partenaires japonais, donc j'espère que ce que je vous dirai sera en phase avec la façon dont eux le perçoivent. Donc, de toute façon, c'est ma perception de ces quelques sujets. Et je pense que peut-être aujourd'hui, venir un petit peu en quelques minutes sur ces sujets, ça peut vous donner quelques éléments, quelques références, quelques billes qui peuvent vous servir dans des applications plus business pour mieux comprendre le pays, donc le marché, et donc ce que vous pouvez faire ici avec le Japon. Donc, pour commencer, simplement vous rappeler une évidence, mais qu'il faut qu'on ait tous à l'esprit, je pense, tout le temps, c'est que le Japon est une île. Alors, ce n'est pas le facteur géographique. Le facteur géographique conditionne certaines choses. Le facteur géographique, le fait que ce soit une île, conditionne le rapport au transport aérien. Encore eu quelques temps des questions sur et les avions, est-ce que les Japonais vont être d'accord pour prendre l'avion, est-ce qu'ils n'auront pas peur, etc. C'est une île, il n'y a aucun autre choix. C'est-à-dire que si demain, on n'aura pas un mouvement social un peu comme Fukushima en Scandinavie, ce genre de choses-là,
c'est la fin. Il n'y a plus de possibilité de sortir du pays. Donc, de toute façon, le fait que ce soit une île impacte directement ces aspects-là. Le fait que ce soit une île impacte aussi directement la capacité que le pays a démontré à gérer le Covid, parce que les points d'entrée dans le pays sont effectivement très limités. Donc ça, je dirais, c'est l'aspect géographique, mais il y a aussi un aspect social et culturel qu'il ne faut pas négliger. Ça, beaucoup d'entre vous, vous nous le dites souvent, vous le ressentez quand vous arrivez ici en mission, c'est quand on sort de l'aéroport et on se on se sent un peu pris dans un bloc culturel. C'est vrai que c'est un archipel, une partie de l'histoire du Japon, l'archipel était fermé au monde extérieur, donc avec peu d'influence extérieure. C'est une société qui est très structurée, unifiée, du moins dans les aspects qu'elle nous présente. Donc, on a un grand sentiment d'unité culturelle et d'un passé, d'une histoire, d'un patrimoine qui sont extrêmement préservés, conservés, valorisés. Donc, quand on arrive ici, on se sent extrêmement, un peu comme sous une cloche, pris dans un univers culturel très précis, très spécifique, très défini. On aime ou on n'aime pas, mais c'est une réalité très tangible. Ça va avoir des effets sur les gens au quotidien. Ça va leur donner le sentiment qu'ils sont quelque chose de spécial, dans un univers un petit peu spécial, exclusif, ça c'est vrai. Ça va créer chez eux une grande curiosité pour l'extérieur. C'est pour ça que les Japonais voyagent beaucoup. C'est pas seulement que le Japon les espaces habitables sont limités, c'est aussi qu'il y a une grande curiosité par rapport au monde extérieur, mais c'est aussi, dans une certaine mesure, parfois une difficulté à comprendre ce qui se passe dans le monde extérieur, une mesure d'inquiétude, pas forcément de crainte, mais enfin d'incertitude par rapport au reste du monde. Ce qui vous explique aussi une capacité du marché du pays à se refermer de façon très rapide, très forte, quand il y a des problèmes à l'extérieur liés aux questions de sécurité. C'est vraiment l'effet insulaire, je pense, poussé à son maximum. Ça fait le charme du pays, mais ça fait parfois la difficulté pour nous, spécialistes en marketing touristique, pour bouger ses clientèles. Alors, 4 sujets que je veux aborder avec vous rapidement. La question de la population, la question de l'économie, celle de la santé au sens du Covid évidemment, et celle de la culture. Et ça, ce sera vraiment une esquisse, parce que le sujet justifierait d'y passer beaucoup plus que cette demi-heure, ces 40 minutes que nous avons avant. Sur le sujet de la population, sujet qui est très souvent abordé dans les échanges, les discussions avec les partenaires. 3 segments de population auxquels il faut qu'on pense un peu en particulier. Il y a la question de la jeunesse, il y a la question des femmes, il y a la question des seniors. La jeunesse, on entend souvent que le Japon est un vieux pays. Pas au sens vieillesse culturelle, mais au sens vieillesse démographique. Alors, il est vrai que la proportion de seniors, de personnes à l'âge de la retraite et au-delà, est importante et plus importante que dans la majorité, pas forcément tous non plus, mais dans la majorité des pays industriels. Typiquement, c'est de l'ordre de 30%, 29% environ. Donc, on a une proportion de personnes âgées qui est significative. Ceci étant dit, ceux d'entre vous qui ont déjà vu la mission ici, si nous sommes allés ensemble à Shinjuku, à Shibuya, à Harajuku, des jeunes, vous en avez vu beaucoup. Vous en avez vu beaucoup parce qu'il y en a beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que quoi je voulais simplement insister, c'est qu'on a tendance un petit peu à oublier ça. C'est que ce n'est pas un pays peuplé de personnes âgées. C'est un pays où il y a plus de personnes âgées qu'ailleurs en proportion, mais des jeunes, et si on définit un jeune comme étant quelqu'un qui est quelque part entre 20 et 29 ans, il y en a 12 millions. Donc 12 millions, c'est peut-être pas énorme rapporté aux 126 millions d'habitants, mais c'est quand même 12 millions en valeur absolue. 12 millions, c'est plus que la population d'un bon nombre de pays européens dans sa totalité. Donc il y a beaucoup de jeunes ici. La question est de savoir si nous, on va les chercher, si on développe des actions, des projets pour aller chercher ces clients-là, si on les traite en priorité par rapport aux autres tranches d'âge. Mais ça, c'est notre sujet marketing. Mais la réalité du pays, c'est qu'effectivement, il y a une jeunesse qui est importante. C'est pas que les Japonais ne font pas d'enfants, c'est que les Japonais, généralement, ne font pas le deuxième. Tout le différentiel démographique, il est là. C'est pas la première naissance, la question, elle est très fréquente, la première naissance dans la plupart des familles, c'est la deuxième. C'est le passage à la deuxième, parce que la deuxième, dans un certain nombre de cas, vous allez dire appartement ou maison plus grand, il y a un doublement de tout ce qui est frais scolaires et parascolaires qui a un très gros impact sur le budget. Donc, la plupart des familles vont avoir un enfant. Le deuxième ne va se concevoir que dans des milieux qui sont assez privilégiés économiquement, ou alors dans des zones du Japon où il est encouragé, facilité d'avoir un deuxième enfant. C'est le cas notamment de certaines parties de Tokyo, où il y a des appuis de la collectivité très forts aux familles qui ont 1, 2, 3 enfants en termes de prise en charge de nombreuses choses, y compris tout l'aspect médical de la vie des enfants. Donc, si vous allez dans des quartiers, c'est par arrondissement à Tokyo, où des efforts sont faits, vous verrez beaucoup plus de natalité que dans des quartiers comme Shinjuku, qui sont à la base des quartiers d'affaires où beaucoup de gens vivent, mais non rarement des familles importantes. Donc voilà, il y a des jeunes au Japon, si je peux dire simplement ceci. Les seniors.
Donc 30% de la population. Les gens qui sont aujourd'hui à la retraite, en train d'arriver à la retraite, sont ceux qui ont eu leur pic de carrière pendant la bulle spéculative. Donc les meilleures années de croissance pour l'économie japonaise. Ils ont connu cette période-là où ils ont été beaucoup, beaucoup mieux payés qu'avant et depuis. Donc, ils ont eu l'occasion de faire des économies importantes dans beaucoup de cas. Le taux d'économie est important. Et donc, d'investir aussi dans une époque où l'immobilier était beaucoup moins cher qu'il ne l'est devenu aujourd'hui. Donc, c'est une génération sur laquelle vous avez une proportion importante des gens qui ont des moyens extrêmement importants. L'autre élément à voir, c'est le vote. C'est un pays démocratique. Il y a des élections comme en France. C'est de façon transparente et professionnelle, c'est très bien géré. Simplement, les jeunes votent peu, vraiment peu, et les seniors votent beaucoup, vraiment beaucoup. Ce qui veut simplement dire, simplement pour effet que les choix de politique publique qui sont faits sont, dans la quasi-totalité des cas, en faveur des personnes âgées, parce que ce sont elles qui votent et qu'elles votent du même côté. On garde le même gouvernement, la même ligne politique, qui est de facto leur intérêt. Ça veut dire pour nous que très concrètement, tout l'aspect retraite est très, très stabilisé, sécurisé. Ce n'est pas un sujet de débat ou de réflexion au Japon aujourd'hui. Et donc, cette tranche d'âge, non seulement des moyens importants, mais dans un contexte comme la crise économique dérivée du Covid, qu'on commençons à connaître et que nous allons connaître, ils sont relativement invulnérables parce que les choix de la collectivité seront à leur faveur et qui partent avec un niveau d'économie et de revenus très important. Ceux d'entre vous qui connaissent des agences comme WAS, World Access Service, un client normal chez WAS, en règle générale, en économie cash, il est entre 200 et 300 000 euros, hors des biens matériels, etc. Donc, cette génération-là ne va pas être impactée par la difficulté économique parce que voilà, l'environnement dans lequel elle vit est facilité pour elle, stabilisé pour elle. Une constante aussi importante qui se maintient quand même beaucoup, je trouve, au Japon, c'est le fait de vivre à plusieurs générations dans le même domicile. Donc, l'équivalent japonais des EHPAD, ça existe, mais il y en a évidemment très peu. Ça vous explique aussi que des clusters comme on a pu connaître, qu'on peut connaître en France dans ce type d'établissement, on n'en a pas parce que des établissements comme ça, il n'y en a presque pas, simplement. Les gens, très souvent, c'est de moins en moins vrai au fur et à mesure de l'avancée des choses parce que les surfaces sont plus petites, c'est plus difficile à faire, mais le modèle traditionnel d'avoir les parents à la maison est quand même très, très préservé. Donc, à ce titre-là, c'est vrai que ça permet pour les jeunes générations d'avoir une ressource financière aussi, c'est ce que je disais en début, mais c'est aussi quelque part une mesure de sécurité sanitaire dans un contexte comme celui qu'on est en train de vivre. Alors après, il y a la question des femmes. Beaucoup d'entre vous, collègues, posent cette question. Vous êtes souvent plus confrontés à, bien sûr, aux agences de voyage d'opérateurs japonais. Et donc, la question est toujours un petit peu dans l'air de la place, du rôle de la femme dans la société et dans l'entreprise. Très simplement, elle est très importante, cette place. Après, on est face à un modèle qui est très, très distinct, sans jugement de valeur, de ce que nous avons globalement cherché à faire en Occident. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où les femmes travaillent, pas toutes, il y a encore beaucoup de femmes au foyer, mais beaucoup travaillent et de plus en plus elles cherchent à conserver leur travail après la naissance des enfants, ce que la société jusqu'à maintenant ne facilitait pas, avec l'absence de crèche par exemple. Et ça, c'est des évolutions quand même qu'on voit. Il y a l'évolution du droit et du contexte pour leur permettre de continuer à conserver une carrière, donc ça c'est très bien, parce que sur les personnes je dirais de mon âge et plus âgées, c'est quelque chose qui a été très difficile. Et quand vous rencontrez des femmes qui ont des postes réellement lourds dans des entreprises, très souvent, elles ont dû sacrifier la vie de famille parce que le contexte ne leur permettait pas de faire autrement, donc elles ont fait un arbitrage. On va graduellement évoluer vers un système où elles ne seront pas à ce point obligées d'arbitrer entre les deux, elles pourront gérer les deux de front. Mais c'est un process très graduel. Ceci étant dit, ça c'est le monde de l'entreprise. Donc, réalistement, vous entrez dans une salle de réunion avec des Japonais. Il est probable que si vous avez un homme âgé, il est plus gradé que les hommes jeunes, et que si vous avez un homme et des femmes, le chef, c'est l'homme. C'est le plus probable encore aujourd'hui. Pas toujours, c'est effectivement le plus probable. Mais bon, tout ça évolue. Et simplement pour dire également que les femmes japonaises ont en réalité un niveau de pouvoir qui est très élevé, simplement, ils s'exercent ailleurs, là où nous, dans la relation professionnelle, nous ne pouvons pas le voir. Dit différemment, ce sont elles qui commandent à la maison. Voilà. Et ça, c'est important pour nous, parce que commander à la maison, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire gérer le budget de la famille. C'est ça la réalité de la chose. C'est la question de savoir qui a le compte en banque, qui a le chéquier, qui fait les décisions. Or, si on oublie la voiture, qui est un sujet par essence masculin ici, sur tout le reste, c'est la femme qui arbitre. Donc, du point de vue du voyage, ça veut dire qu'à l'arrivée, même si nous accueillons des couples ou des groupes de seniors mixtes, dans l'énorme majorité des cas, ce sont les femmes qui ont fait le choix de partir, pas partir, partir où, partir avec qui, partir comment.
Donc leur pouvoir de décision est quasi total à l'extérieur de la sphère professionnelle. Il ne faut pas négliger ça. Donc, ce ne sont pas des jobs de décoration, ce sont des personnes qui gèrent. Simplement, elles le font un peu, pour ainsi dire, en arrière. Hein. Le terme japonais pour c'est oksan, donc la personne de l'intérieur, adressée à l'épouse, non pas de la sienne, mais celle de quelqu'un. C'est pas la personne qui est cachée à l'intérieur, c'est la personne qui gère derrière vous. C'est la personne qui gère derrière la personne à qui on parle. Voilà. Donc, le rôle de la femme, bien sûr, très important. Question économique, de façon très simple, deux éléments à vous donner, à partager avec vous. Le fait que quelque part, le Japon, en un sens, dans le monde économique, fonctionne un peu sur un mécanisme de caste ou de strate. Niveau micro, niveau macro. Niveau macro, je veux dire quoi? La très grande majorité des cas, pour les grandes entreprises, dans notre univers du tourisme, l'exemple type c'est JTB, fonctionne sur des strates. Vous avez la société elle-même qui est porteuse de la marque dans toute sa puissance. Vous avez les filiales définies comme étant de rang inférieur, et vous avez ensuite une galaxie de prestataires de services. Ça, au niveau des instituts, au niveau des structures. Donc, quand vous avez un choc comme celui que nous connaissons aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est que tout ce que vous n'allez pas voir, ce sont des sociétés de la première strate, de première ligne, qui vont être affectées brutalement, parce que le choc va être transmis dans la pyramide vers le bas. Hein, donc, on va d'abord répercuter les coupes de budget, les coupes d'effectifs, toutes les difficultés vers les filiales considérées comme étant inférieures, et ensuite vers les sociétés qui sont dans le groupe, mais pas sous la même marque, et derrière, sur toutes les sociétés prestataires qui sont derrière. L'autre cas d'école, évidemment, c'est la construction automobile. Vous avez Toyota, mais la réalité, c'est qu'une grande partie de tout ce que fait Toyota est fait par une galaxie de prestataires de services qui ne travaillent que pour Toyota, qui de facto sont des composantes du groupe, mais qui sont des sociétés distinctes. Et s'il y a des réductions importantes à faire, ce sont eux qui vont payer les prix cassés, ce ne sera pas Toyota. Donc vous avez ce système de caste, et c'est hérité vraiment de l'histoire du Japon, de différentes couches d'entreprises, qui sert un peu de coussin d'amortissage pour que même en une situation de crise majeure, on ne perde pas les grands noms qui sont un peu la face économique du pays. Et du point de vue des individus, vous avez un peu la même chose, parce que dans une structure japonaise classique, on revient chez GTB, vous allez avoir des employés permanents qui sont l'équivalent de nos CDI, vous allez avoir des employés sous contrat qui sont l'équivalent de nos CDD, vous allez avoir des personnes qui sont placées là par des agences de placement, Manpower ou des équivalents ici, et vous allez après avoir des personnes qui travaillent sur base horaire, en général c'est la base horaire quotidienne, sans contrat de travail. Vous pouvez tout à fait au Japon, c'est totalement légal, faire travailler quelqu'un sans lui donner un quelconque contrat de travail. Ce n'est pas une nécessité légale. La différence que ça va faire, évidemment, c'est une flexibilité du marché du travail que nous ne pouvons pas expérimenter en France, on ne peut pas ressentir ça. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille pour vous en base horaire sans contrat, donc totalement dans la légalité, a la possibilité de démissionner instantanément. Vous avez aussi la possibilité de lui demander de partir instantanément. Il n'y a pas de blague. Donc, si vous n'êtes pas content, vous lui demandez à partir de demain, vous ne revenez pas, c'est pas la peine. Si elle vous dit je ne suis pas contente, ça ne me plaît pas ici, elle ne revient pas à partir de demain, et vous n'avez rien à dire non plus. Donc, c'est une extrême flexibilité. Dans un mauvais cas, quand ça ne se passe pas bien, c'est de la précarité. Quand ça se passe bien, c'est la flexibilité du marché du travail. Après, bon, les lectures économiques vont être contrastées par rapport à ça, mais il est vrai que ça donne effectivement une flexibilité. Alors, ce que ça fait par effet dérivé, c'est que quand vous avez une crise comme celle qu'on a vécue, je reviens sur l'exemple de GTB, il n'y a personne, probablement que vous connaissez chez GTB, qui a perdu son emploi. Et ça va continuer comme ça. Parce que les personnes à qui on va demander de partir sont d'abord celles qui n'ont pas de contrat, ensuite celles qui sont placées par agence, ensuite celles qui sont en contrat avec GTB, avant de commencer à arriver dans les employés permanents, l'équivalent des CDI, qui sont vraiment tout au bout de la chaîne, donc dans l'énorme majorité des cas, ne sont jamais concernés par les coûts pour ce genre de situation. Leurs salaires peuvent être ajustés, leurs bonus plus exactement, peuvent être ajustés. Mais arriver en contexte où une entreprise de cette taille devrait dire au revoir à des employés permanents est très très difficile à imaginer en contexte japonais. Ce serait a priori que c'est la fin de la société, très certainement. Bon là, vous avez cette espèce de structure. À dire aussi que comme la base est horaire peut-être importante et que beaucoup de personnes qui travaillent comme ça cumulent plusieurs emplois, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des revenus importants. Ça veut dire qu'elles ont des revenus instables, ce qui est effectivement différent. Leurs revenus dépendent de leur temps de travail, directement. Mais elles ne sont pas pour autant mal rémunérées. Quand vous regardez le niveau de revenu moyen au Japon, il est supérieur à la moyenne européenne. Ces gens-là aussi sont dedans. Ils sont souvent plutôt bien payés, mais effectivement, ils sont sur des facteurs de risque plus importants qu'un employé permanent. L'autre élément à conserver à l'esprit quand vous pensez à l'entreprise japonaise, dans vos interactions avec eux, ce sont des structures qui ont une dimension très top-down, très structurée, très disciplinaire,
avec donc des dates d'entrée standard dans l'entreprise. Dans l'entreprise, tout le monde commence à travailler le 1er avril. On est recruté en sortie on a son diplôme en février-mars. On commence à travailler en avril. Il y a des grades qui se succèdent dans un plan de carrière. Qu'on soit dans l'administration ou dans les grandes entreprises privées, la différence est tout à fait marginale à ce niveau, avec donc effectivement une hiérarchie qui est conditionnée en grande partie par l'ancienneté et qui s'applique entre les employés du même grade, celui qui a le plus d'ancienneté est plus gradé, en position de commander, celui qui a moins d'ancienneté. Donc ça vous fait des process où il est important de parler à la tête, de parler en haut. Donc c'est pour ça qu'on fait parfois des accueils VIP, c'est aussi l'étude pour l'année prochaine, parce qu'il faut sensibiliser les CEO, les patrons, et qu'ensuite on sait que ça va cascader. Vous devez aussi parler en bas, parce que le patron est souvent très éloigné des réalités opérationnelles de l'entreprise. Donc il va créer de la volonté, il va créer de l'énergie à l'intérieur, mais il ne va pas manipuler pour ainsi dire grand-chose, il aura des équipes en dessous, ça va cascader. Donc il faut qu'on soit capable de parler en haut et de parler en bas pour avoir un résultat qui soit vraiment optimum. Donc voilà, ce sont ces structures effectivement assez rigides. Ça explique aussi que les process de décision, souvent, on est confronté, vous avez des entretiens, des discussions avec des partenaires japonais, ça se passe très bien. Au bout de 5-6 mois, il ne s'est rien passé. Donc là, tout le monde se dit, c'est fichu, il ne se passera rien. Et puis là, 2 jours après, vous avez un mail client et on vous demande le devis finalisé pour sous 24 heures. Ça, c'est assez standard. C'est simplement que le process de décision a dû traverser les différentes couches de l'entreprise, avoir un maximum de validation de toutes les personnes concernées de près ou de loin. Donc ça peut être long, avant d'être sorti pour être converti vraiment dans un acte commercial. Et par contre, tout ce qui est commercial va être géré très vite. Donc, vous avez des process de décision qui sont très lents et vous avez des process de commande derrière qui sont extrêmement rapides. Donc, simplement, il faut être prêt à jouer avec ça. Il ne faut pas se désespérer parce que rien n'arrive, mais il faut savoir que quand ça va arriver, il faudra bouger très vite. Voilà, simplement quelques bases sur ce sujet. Les questions de santé, on les évoque dès la présentation de marché, je serai très bref dessus. Vous savez que c'est un pays extrêmement hygiénique. Il y a un très gros focus des Japonais sur l'hygiène de l'environnement, de la personne. C'est quelque chose de, c'est une obsession nationale. C'est quelque chose de très, très présent. C'est vrai que c'est un pays extrêmement propre. Le masque. Le masque, en fait, vous avez 2 situations différentes. Alors, vous avez l'usage du masque comme protection pour l'autre personne quand on se sait malade et qu'on ne veut pas contaminer. Ça, c'est un mode de pensée très fréquent chez les Japonais. Vous avez aussi le masque comme protection de soi-même face au pollen. Parce qu'une grande majorité des Japonais sont allergiques au pollen à des niveaux variables. Donc, au changement de saison, c'est un sujet. Donc, à un moment donné du temps, vous avez toujours 20-30% des gens qui sont masqués. Le masque, pour vous dire, a été intégré au Japon, dans la société japonaise, comme une contre-mesure en termes sanitaires en 1919, à la suite de la grande épidémie de grippe qui a suivi la Première Guerre mondiale. Donc, en gros, on a un siècle d'histoire d'utilisation du masque. Ce qui fait qu'il y en a pour enfants, il y en a pour adultes, il y en a 2000 modèles différents, tout le monde est habitué à en mettre, tout le monde en a à la maison, enfin, ça fait totalement partie du fonctionnement ordinaire. Donc là aussi, par rapport à la nécessité de passer en mode masque, je dirais, par rapport au Covid, il n'y a aucun décalage qui se fait. De même qu'une relative promiscuité de la société, parce que les parties de l'archipel qui sont habitables ne sont pas si nombreuses que ça. Donc, ça a entraîné à mettre en place très tôt au Japon des process de gestion, de suivi en fait des personnes contagieuses. Ça remonte déjà aux années 50. Donc, il y a aussi une grande pratique au Japon de suivi et d'identification des personnes à risque, des cas contacts, comme on dit maintenant, et donc de la gestion de tout ça. Donc c'est vrai que quand le Covid est arrivé, il est arrivé dans un pays, il est arrivé relativement peu, il est arrivé dans un pays où en plus l'environnement était quelque part optimisé pour y faire face. Ce qui vous explique que les chiffres aujourd'hui qu'on a, qui sont dans un bon sens spectaculaires, vu que depuis le début on a à peu près 1600 décès, depuis le début de l'épidémie de Covid. Pour donner un ordre d'idée, 1600, bon, c'est conséquent évidemment, mais chaque année, la tuberculose, ça tue à peu près 2300 personnes ici. Voilà. Donc, on n'est pas encore arrivé au niveau de la tuberculose, et la tuberculose, c'est pas du tout un sujet de société à aucun niveau. D'autres maladies tuent plus, bien entendu. Donc, on n'est pas, ce qui vous explique une certaine stabilité de la société, il n'y a pas de mouvement de panique ou quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas à une échelle, à ce jour, ça peut changer, où c'est perçu comme étant extrêmement dangereux pour la continuité de la société. Bon, c'était mon petit point de santé, on ne va pas s'éterniser sur ce sujet. Et je vais vous donner quelques éléments sur la culture japonaise. Alors, à son sens le plus large, il y a quelques points que je voulais mettre en avant aujourd'hui avec vous. Il y a la question de la religion. C'est une question qu'on nous pose souvent. Donc, le fait qu'en gros, les Japonais ont une vision très flexible, tolérante du phénomène religieux, parce que la religion n'est pas définie comme étant une appartenance à quelque chose, à un groupe, elle est définie comme étant une pratique. Et à ce titre-là, vous pouvez avoir plusieurs pratiques différentes.
Donc, on peut avoir une pratique bouddhiste, une pratique shinto, une pratique n'importe quoi. Pour les gens, il n'y a pas d'exclusivité, donc c'est pas un sujet. Donc, dans des moments de la vie de la même personne, c'est ce qu'on dit toujours, mais c'est très vrai. Comme l'esthétique chrétienne plaît beaucoup, catholique, enfin catholique en particulier, mais chrétienne plaît beaucoup, le mariage peut être fait avec un pasteur, pourquoi pas. À la naissance, c'est vrai que le côté porte-bonheur, etc., appeler la chance sur l'enfant est apprécié, donc le shintoïsme à sa place. Pour le mariage aussi, parce que le shintoïsme sera aux racines du pays, le mariage vécu comme la fusion de deux familles, il y a du sens à aller vers un modèle shinto. Par contre, pour les enterrements, on va plutôt vers le bouddhisme, parce que le shintoïsme ne promet pas de réincarnation, le bouddhisme, dans la majorité des cas, la promet. Donc, c'est plus rassurant, évidemment, d'aller sur le bouddhisme. Ce qui vous explique pourquoi, face à toutes les problématiques que les Japonais voient à l'étranger, de tensions entre les communautés religieuses, dans un même pays ou entre plusieurs, ils ont souvent un certain mal à comprendre ce qui se passe, parce que chez eux, tout ça coexiste et en fait ne pose pas de problème particulier. Mais c'est vraiment une question de rapport à la religion. Les vacances, autre sujet de société, loin de la religion, les vacances. En tant qu'employeur au Japon, si vous donnez 10 jours de congé par an à une personne, vous respectez la loi. Voilà. Donc, vous êtes sur un planning, sur une base de 10 jours de congé. Ensuite, ça va augmenter au fur et à mesure de la carrière d'une personne, et généralement, ça va plafonner à une quinzaine de jours. Vous allez rajouter 13-14 jours fériés par an, donc des jours prenables sur une année, ça fait à peu près 30, ce qui n'est pas négligeable du tout. C'est pas simplement, ça signifie comme votre pool de jours que vous prenez comme vous voulez, parce que l'employeur est en contrôle des dates des congés payés, de la majorité des jours. Ça va fortement inciter les gens à se positionner autour des fériés, et donc rajouter leurs jours de congé personnel sur les jours, autour des jours fériés, pour pouvoir prendre des vacances plus longues plus facilement. Ce qui vous explique effectivement des pics de départ, on les connaît tous, la Golden Week, etc., la Silver Week en septembre. C'est simplement logique parce que les gens ventilent en fait leurs jours de congé par rapport aux fériés pour arriver à faire des blocs de jours de congé suffisants pour pouvoir voyager un peu. Voilà. Ça a toujours été une difficulté pour nous sur ce marché, c'est d'arriver à développer le tourisme parce qu'effectivement, les gens prenaient relativement peu de congés en proportion d'une année. Et donc, effectivement, l'avènement d'une population importante de retraités qui sont libérés du problème des congés, c'est positif pour le tourisme parce qu'ils peuvent voyager quand ils veulent. Hein. Ils ne sont pas limités par ça. Mais donc, les gens qui travaillent peuvent aussi le faire. Hein. D'ailleurs, quelque chose aussi à noter, c'est que la durée moyenne de séjour en France aujourd'hui, pour un touriste japonais, c'est 6,6 nuits. C'est 7 nuits. 7 nuits, quand vous avez en moyenne 10 jours de congés prenables par France, c'est beaucoup, c'est un gros investissement. Simplement pour dire à quel point les Japonais qui viennent en voyage en France prennent le voyage au sérieux, parce qu'ils y consacrent les 70% minimum de leurs vacances annuelles. Donc pour eux, c'est quelque chose d'important. Point que je voulais insister. La question de la peinture et du dessin, très brièvement, n'oublions pas une chose, c'est que l'écriture japonaise classique, traditionnelle, comme l'écriture chinoise, à la base, c'est la peinture. Ça se fait avec de l'encre et un pinceau. Donc, vous êtes face à une société où le rapport à l'image, au dessin, à la peinture est très, très présent dès la base, dès l'apprentissage de l'écriture. Donc, forcément, c'est très, très fort. Ça vous explique aussi cette culture du manga, la culture du dessin animé, qui ne sont pas du tout perçues comme étant des choses destinées aux enfants, qui sont perçues comme une façon de créer des produits culturels, comme la photo en est, comme la sculpture en est, comme la vidéo en est, comme la musique en est. Vous avez au même niveau le dessin. On parle de la peinture traditionnelle de Hokusai, qu'on parle des mangas contemporains, qu'on parle des dessins animés. Quelque part, ça fait partie d'une même galaxie de canaux culturels dans lesquels on peut mettre ce qu'on veut. Vous pouvez faire très bien un manga sur le monde de l'entreprise, ou vous pouvez faire un dessin animé sur ce que c'est qu'une carrière de sommelier. Ça c'est bien. Donc voilà, c'est simplement un univers qu'il faut accepter comme étant pas nécessairement enfantin. Il n'a pas spécialement vocation à l'être. C'est un vecteur culturel comme un autre. La gastronomie, très simplement ceci. Pour les Japonais comme pour les Français, c'est une obsession nationale. Je rappelle toujours aux partenaires, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas nécessairement, le premier pays qui a eu l'idée, qui était peut-être saugrenue dans le contexte de l'époque, mais qui fait énormément de sens, de faire classer sa gastronomie au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'était la France. Le deuxième, l'année d'après, c'était le Japon. Voilà. Donc c'est simplement ça, un focus sur cet aspect de la vie qui est la nourriture, partager avec les amis la recherche de l'esthétique, de la sophistication des saveurs, qui est quelque chose d'extrêmement fort. Ça vous explique pourquoi quoi qu'il se passe, la gastronomie reste toujours un élément essentiel du tourisme des Japonais, où qu'ils aillent dans le monde. Et c'est une des raisons de notre force en tant que destination France, c'est que nous sommes identifiés par les Japonais comme étant l'alternative numéro 1 à leur propre cuisine. On est les deux à être au même niveau, le reste suit. Pour être un peu prétentieux de temps en temps et satisfait, mais en même temps, c'est bien et on en bénéficie. Et dernier point que j'aborderai dans cette petite présentation, c'est la question des saisons.
pas oublier, pour ceux qui sont venus, parmi vous qui sont venus au Japon plusieurs fois ou des moments différents de l'année, ce pays a une saisonnalité très marquée. Il fait vraiment froid en hiver, il fait vraiment chaud en été, on a un vrai printemps, on a un vrai automne. Les saisons sont très marquées. Le printemps, c'est identifié avec les cerisiers. L'automne, c'est identifié avec les érables, les feuilles rouges, etc. Donc, il y a des symboles de chaque saison qui sont très, très nets. Ça rythme vraiment la vie des gens, ce qu'on mange, enfin, les fêtes traditionnelles, tout ça est saisonnalisé. Donc, ça structure la vie des gens. Ça veut simplement dire aussi que par rapport à nous, quand ils pensent destination, quand ils pensent étranger, ils ont beaucoup de curiosité pour ce qui se passe à l'étranger en matière de saisonnalité. Comment est la saisonnalité hors du Japon? Qu'est-ce qui se passe chez vous à tel moment de l'année? Quel est le meilleur moment pour venir? Donc, quand on pense à nos offres, c'est aussi astucieux d'intégrer cet élément et de savoir un petit peu différencier ce que nous sommes, comment on vit en France, dans chaque partie de France, en fonction du moment de l'année, les plats spécifiques, les produits spécifiques, ce qui marque un petit peu ce moment de l'année, qui structure aussi nos vies, pour montrer aux Japonais un petit peu cette similarité, cette parenté quelque part. Voilà. Donc brièvement, mais déjà trop longuement, hélas, désolé, c'était les quelques points d'introduction à cet univers japonais que je voulais vous donner aujourd'hui en ouverture de la série donc des cinq séminaires que nous lançons. Et je suis l'équipe aussi, donc virtuellement, nous sommes bien sûr à votre disposition maintenant pour toute question par le système donc, de questions de l'interface, aussi bien que par la levée de main si vous le souhaitez. Alors, la base, c'est le patrimoine. Au sens large, hein, parce que vous mettez aussi le patrimoine naturel dedans, c'est pas que le patrimoine bâti. Mais la base, c'est le patrimoine. C'est une recherche de tourisme patrimonial et culturel. La gastronomie va dedans, parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, les gens vont vouloir manger naturellement et bien manger. Et puis pour eux, la gastronomie fait partie du patrimoine. Donc notre fonds de commerce, c'est ça. Ensuite, vous avez des choses qui vont se rajouter. Il y a une chose qui est importante, mais qui n'est pas le thème du voyage, c'est le shopping. Le shopping, c'est important. Le shopping, c'est important parce qu'on est ici dans un contexte aussi, bon, déjà se faire plaisir, évident, mais aussi parce qu'il y a un contexte d'obligation sociale où on doit ramener quelque chose à la famille, aux amis, aux collègues de bureau, etc. Donc, il faut pouvoir acheter des choses. On ne se déplace pas pour ça. Il n'y a aucun Japonais ne vit à Paris ou ailleurs en France pour acheter quelque chose. Mais quand il va y être, il va le faire. Donc, c'est plus un effet dérivé. La gastronomie et le tourisme culturel, patrimonial au sens le plus large, c'est ça qui est le moteur, hein, effectivement, du démarrage du voyage. Et quand on pense patrimoine, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas négliger, qui est importante. C'est que le Japon a bien sûr énormément de patrimoine. Hein. Dans toutes les villes, vous allez voir des temples de différentes sortes, vous allez voir des châteaux, toutes sortes de choses. Dans beaucoup de cas, ce sont des bâtiments qui ont été reconstruits. Hein, parce que la construction là-bas, c'est du bois. Donc, entre la pluie, les tremblements de terre, etc., c'est tout sauf éternel. Donc, à des moments, on reconstruit. Ceux d'entre vous qui ont visité le temple Meiji, par exemple, à Tokyo, en fait, c'est le 3e ou 4e en réalité, celui que vous voyez. C'est pas du tout l'original. Il a été reconstruit 2-3 fois depuis. Donc, c'est le lieu qui détermine ici. C'est le fait que le temple soit identique, pas sur le même endroit. Alors, pour nous, c'est le vrai. C'est vraiment le vrai bâtiment d'époque qui est toujours là, qui est en pierre, qui est resté, qui est inaltérable. Ça, c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup les Japonais. Un rapport au temps long comme ça, la durabilité du patrimoine qui est important. Donc ça, c'est la base. Et puis ensuite, vous allez avoir des niches de clientèle. On reviendra beaucoup là-dessus dans la présentation sur les niches, la création des produits. Vous allez trouver des choses comme le golf, comme le cyclotourisme, souvent sportif d'ailleurs, comme le tourisme fluvial. Après, il y a toute une gamme d'activités qui intéressent les gens. Mais le cœur de la demande, il est patrimonial et culturel. La Silver Week, oui, mais en réalité, pour nous, c'est pas si important que ça parce qu'elle est relativement courte, c'est 2 fériés. Donc, si ça tombe bien, avec 3 jours, on fait les 5, ça peut être pas mal. C'est pas du calendrier. La majorité des fériés sont lunaires. Donc, forcément, ça bouge. Mais c'est important. La Golden Week, qui est à la jonction du mois d'avril et du mois de mai, qui est plus longue, qui, elle, est beaucoup plus facile à utiliser pour faire des déplacements à l'extérieur, vers l'étranger, un peu long. Ça va donner plus que la Silver Week. Ensuite, vous avez à la mi-août, quelque chose que les Japonais, le férié d'Obon, qui est la fête des morts, en fait, hein, c'est simplement un jour, mais l'habitude des Japonais de poser des jours de congé aussi à ce moment-là. Donc, ça peut être utilisé pour aller à l'extérieur, ça peut être utilisé pour des regroupements familiaux dans le pays, ça dépend des gens, des familles, du contexte. Donc, ça joue un petit peu quand même sur le mois d'août. Il y a également des fériés de début d'année, donc du 1er au 3 janvier normalement,
mais ça, généralement, c'est utilisé pour la vie familiale. Donc, c'est relativement peu utilisé pour se rendre à l'étranger. Globalement, ici, Noël, c'est un événement couple, c'est pas un événement famille, et le jour de l'an, c'est un événement famille et pas un événement ami. Donc, il y aura plus de facilité à faire des voyager pour Noël. Mais comme il n'y a pas de férié, les gens font quelque chose de minimal, donc c'est un jour de sortie en ville, mais on ne va pas rarement où que ce soit à l'occasion de Noël. Sachant que là aussi, la constitution du marché fait qu'en gros, vous pouvez avoir des clients 12 mois par an. Simplement, ce ne sera pas les mêmes. Hein, les étudiants, vous les avez en début d'année. Les personnes âgées, c'est plutôt printemps-automne. Les personnes qui travaillent, c'est plus pendant les mois d'été parce que c'est plus facile de poser les congés pendant les mois d'été ou alors au moment de la Golden Week. Donc, chacun a sa temporalité. Et quand on met tout bout à bout, 12 mois par an, et beaucoup de marchés ne peuvent pas faire ça, 12 mois par an, vous avez une possibilité pour le marché de générer du séjour. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'important je pense, à intégrer. Et pour ce qui est des délais de décision, bon, en ce moment, on vit quelque chose de très particulier, évidemment. Hein, ça, on ne va pas revenir sur le Covid, mais dans un contexte normal, généralement, c'est 3-4 mois. Donc, il faut à peu près l'anticiper de cet ordre. Si c'est du FIT, ça peut être plus court. Si c'est du groupe senior, ça peut être un peu plus long. Mais globalement, c'est cette échelle. Euh, En fait, ce qu'on voit déjà, mais c'est des choix d'entreprise, hein, donc c'est pas, il n'y a pas une règle, hein, mais si on regarde Anna Sales, par exemple, hein, qui est le Théo du groupe Anna, tout le monde connaît, je pense, Anna Sales. Anna Sales, l'année prochaine, ne va faire que du FIT. Ils arrêtent les groupes pour le moment. Un an, c'est à voir. Ça va dépendre de l'activité, comment ça va évoluer. Ils peuvent très bien s'y remettre du jour au lendemain. Mais pour le moment, la perspective sur l'année qui vient, c'est de dire, voilà, on ne va faire que du FIT parce que ce sera plus facile à vendre. Mais d'autres agences, je pense à WAS ou à Global par exemple, ne vont pas du tout faire ça. Ils ont envie de développer un business model autour du FIT. Ils vont complètement rester sur le groupe. Donc chaque agence va faire un petit peu sa cuisine hein, en fonction de ce qu'elle sait faire, de ses moyens d'action, de ses équipes, des compétences qu'elle a aussi en interne. Maintenant, il est très probable que les FIT vont redémarrer plus vite et plus facilement que les groupes. Parce que, à la différence d'un certain nombre d'autres marchés que vous pouvez considérer, généralement, un FIT japonais, c'est pas un petit jeune aventureux, c'est quelqu'un qui a l'habitude de voyager. Il a souvent commencé en groupe et il est passé FIT. Donc, il a l'habitude du tourisme, donc une certaine confiance en lui. Hein, souvent, le premier voyage à l'étranger, pour un jeune, souvent financé par les parents, ça va être du groupe. Hein, c'est pas le côté backpack et je pars avec une low cost. C'est pas du tout ça. C'est papa m'a acheté un package d'entrée de gamme chez JTB. C'est plutôt ça la réalité. Le fighting, on y vient plus tard. Donc, des gens qui ont un peu plus de bouteilles en termes de tourisme. Donc ça, on va voir cette évolution. Ensuite, il y a la question de la taille des groupes. Oui, c'est-à-dire que dans le modèle classique, quand vous avez un groupe, je dirais, de milieu de gamme, en gros, l'agence de voyage fait son point d'équilibre économique du groupe à 18 pax. Donc, si elle a 19, 20, 22, 23 pax, les pax additionnels, c'est de la marge. Simplement, elle va monter à peu près à 30 parce que c'est ce qui est gérable pour le guide accompagnateur, la taille du bus, le partenariat hôtelier, ça le fait bien. Elle va peut-être tomber à 16, 17. Elle va perdre un peu d'argent, mais elle ne va pas perdre la relation avec l'aérien, avec les partenaires locaux, etc. Tant pis, ça va partir un peu à perte, mais ça vaut le coup de le faire. Ça, c'est le modèle classique. Dans ce groupe-là, il a un plancher 18, un plafond à 30. Le plancher va tomber à 12-13, le plafond, il va monter à 18. C'est-à-dire que le plus gros que vous allez voir, généralement, il sera équivalent au plus petit que vous aviez avant. En gros. Ça veut dire que le problème que les hôteliers connaissent souvent quand fait l'agence japonaise essaie de fédérer, de trouver assez de clients pour faire partir le groupe, et si elle ne trouve pas les 18, elle annule, ou les 20 selon où elle a fait son point. Euh, ça, c'est un problème qui va se réduire parce qu'elle aura plus vite fait de trouver 12 ou 13 personnes que 18 ou 20. Donc, vous avez une conversion des projets de groupe en départ réel qui va être plus importante. Par contre, chaque groupe va être notablement plus petit. Donc, ça va aussi changer la dynamique en termes des choix d'hôtels. Parce que quand vous avez un groupe de 15 packs, vous pouvez envisager des hôtels que vous auriez eu du mal à envisager quand vous aviez 30 packs. Hein, c'est normal. Et du point de vue de l'hôtelier, si vous aviez prévu d'avoir 30 packs japonais, il faudra récupérer deux groupes et pas un seul. C'est des curseurs qui s'ajustent. Sur le groupe de haut de gamme, le format classique, hein, le plancher il a 10, le plafond il a 12-13. Le plancher il a 10, parce que sur l'aérien, le dégressif arrive au 10e pax. Donc en fait, ça permet à l'agence de régénérer un peu de marge sur les packs entre 10 et 13 sur le volet aérien du pricing.
Donc ça va nous quitter. Et le groupe de haut de gamme, il va plutôt tomber à 7-8. Donc il va être sur le prix aérien normal. Il n'y aura pas de dégressif. Mais ça permet à ces échelles-là plus facilement d'avoir des petits véhicules de transfert privatisés. C'est plus rassurant pour ce type de clients-là, qui en plus ont de l'argent. Donc à la limite, si le prix du voyage il monte un peu parce que le prix de l'aérien est un petit peu monté, ça va, c'est pas un problème majeur. Ce sera aussi plus facile pour les uns comme pour les autres de trouver des sièges dans l'avion dans la phase de reprise du marché, parce que là, le marché il est à plat, ça va redémarrer, mais ça va redémarrer avec une capacité aérienne très inférieure à ce qu'elle est en temps normal. Donc, potentiellement, si ça redémarre vite, on va manquer de sièges. Donc, essayer de placer un allotement des groupes de 8 ou 13 pax, c'est plus facile que des groupes de 15 ou 20, évidemment. Donc, ça permet aussi à l'agence de plus facilement gérer son business. À terme, ça se rétablira comme avant, je pense. Mais sur le court moyen terme, ça va être ça. Pas de nouvelles questions et pas mal de remerciements de la part des participants. Et tous nos remerciements aux participants pour leur temps et leur présence aujourd'hui. Donc voilà, c'est le début de cette série. Donc vous avez 4 autres webinaires qui arrivent derrière, chaque fois animés par la personne chez nous qui gère cette activité. Donc, vous avez quelqu'un très pointu. Il ne faudra pas hésiter à poser vos questions. Vous pouvez les poser avant aussi, évidemment, hein, et après aussi, évidemment. Donc n'hésitez pas à le faire, hein, en espérant que tout ça vous sera utile, parce que l'enjeu maintenant, c'est de se préparer pour l'année qui vient. On n'a pas de calendrier aujourd'hui pour la reprise, malheureusement. Il y a des scénarios qui existent, mais il n'y a pas de calendrier, évidemment. On sait qu'elle arrive. Donc, une bonne compréhension du marché des mécanismes, du positionnement des produits qui vont se vendre et pas se vendre, c'est essentiel pour être fort dans les temps qui viennent. Voilà, on est toute l'équipe et moi-même, on est à votre disposition pour vous aider, à vous accompagner et répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Donc vraiment, merci à tous. Un grand plaisir d'être avec vous et en vous souhaitant beaucoup d'intérêt et de satisfaction pour les futurs webinaires de cette série. Merci à tous.